Au Burundi, des milliers de réfugiés fuient les violences meurtrières liées aux manifestations contre un troisième mandat du chef de l'État. En Grande-Bretagne, les résultats des élections législatives révèlent beaucoup de surprises. David Cameron, le ministre britannique sortant, est confortablement réélu. La question de sécurité constitue un défi majeur au Brésil. Dans la ville de Rio, des patrouilles de policiers militaires à cheval ont été dépêchées pour renforcer la sécurité. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Merci de nous rejoindre. Plus de 35 000 réfugiés burundais ont déjà fui les violences meurtrières liées aux manifestations contre un troisième mandat du chef de l'État. Ils affluent vers les pays voisins, dont le Rwanda et le camp de Mahama, où 15 000 réfugiés sont arrivés en l'espace de 2 semaines, selon le Programme alimentaire mondial. Ce camp de déplacés rappelle les lugubres et récentes périodes de ce pays. L'histoire post-coloniale du Burundi est marquée par des massacres interethniques et une longue guerre civile qui a duré 13 ans, notamment de 1993 à 2006, et qui avait déjà débouché sur des vagues massives de réfugiés. En 1972, un massacre ethnique avait poussé des centaines de milliers de Burundais à l'exil. S'il n'y avait pas de guerre dans mon pays, c'est mieux d'être dans mon pays. Oui, j'espère y retourner. Au Rwanda, où ils sont massivement accueillis, les réfugiés burundais disent fuir des campagnes d'intimidation perpétrées par des jeunes du parti au pouvoir au Burundi contre les opposants au chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, dont la candidature à la présidentielle du 28 juin a déclenché une vague de manifestations dans la capitale Bujumbura. Les déplacés prématurés ne sont pas oubliés. Nous avons commencé à distribuer des rations de nourriture qui durent 1 mois pour les réfugiés. Et nous allons avoir besoin du soutien de la communauté internationale pour s'assurer que nous puissions faire cela pendant les mois à venir. Depuis des mois, la communauté internationale et les pays de la région craignent que cette nouvelle candidature de Pierre Nkurunziza ne débouche sur des violences à grande échelle. Les manifestations, dans lesquelles s'affrontent parfois violemment les protestataires et la police, ont débuté au lendemain de l'investiture du chef de l'État par son parti le 25 avril. Les violences ont déjà fait 14 morts. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés avait déjà aidé 500 000 Burundais à rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité et 200 000 autres à s'établir dans des pays tiers. En bref et en images, des heurts ont opposé jeudi à Conakry, forces de l'ordre guinéenne et jeunes manifestants. À la base, toujours la contestation du calendrier électoral. Ces violences interviennent à la veille d'une rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo. La rencontre devait se tenir ce vendredi dans le but de renouer le dialogue après plus d'1 mois de bras de fer autour du calendrier électoral. Mais l'espoir tenu d'une décrispation politique en Guinée s'est encore amenuisé jeudi soir avec le refus du chef de l'opposition de rencontrer le président Alpha Condé suite à la répression de nouveaux rassemblements de ses partisans à Conakry. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a envoyé mercredi des renforts dans l'est du pays, ceci à la suite de la mort de 2 casques bleus tanzaniens tués dans une embuscade. La MONUSCO a en outre promis des actions robustes contre les rebelles ougandais suspectés de l'attaque. Reportage. 13 autres casques bleus, dont la nationalité n'a pas été précisée, ont été blessés par balle, selon les explications du général Jean Bayot, commandant adjoint de la force de la mission onusienne MONUSCO. L'embuscade, survenue dans le nord du territoire béni, situé dans la province troublée du Nord Kivu, théâtre de massacres imputés ces derniers mois aux rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées, a également coûté la vie à 2 civils et un autre gravement blessé. Le chef de la MONUSCO a fait part de sa tristesse et de sa colère et promis des opérations offensives robustes de la MONUSCO suite à l'embuscade. Et à ce titre, une unité de réaction rapide a été déployée en renfort. Le chef de la force militaire de la mission onusienne, le général brésilien Carlos Alberto dos Santos Cruz, est attendu à Béni pour coordonner les activités. Mais ces rebelles ont subi des pertes lourdes. L'armée congolaise a annoncé que, dans la nuit du 24 au 25 avril, ces hommes avaient abattu Kassada Karoumé,
numéro 3 des ADF. En avril aussi, le chef de cette rébellion, Jamil Makulu, a été arrêté en Tanzanie. L'Ouganda, qui le recherche pour une série de crimes incluant des actes terroristes et des meurtres, a demandé son extradition. L'Est de la RDC, région déchirée par plus de 20 ans de conflit, est également un repère pour les rebelles Hutus rwandais de Force démocratique de libération du Rwanda. Ces soldats tanzaniens décédés appartenaient aux 3000 hommes de la brigade d'intervention de la MONUSCO, qui compte quelques 20 000 hommes chargés de lutter contre les dizaines de groupes armés locaux et étrangers actifs dans l'Est de la RDC. Le ministre de l'Économie et des Finances du Bénin a organisé une conférence de presse pour apporter des précisions sur la probable suspension d'aide du Pays-Bas à l'endroit du Bénin. La conférence en question a eu lieu jeudi au sein du dit ministère. Quelques extraits de la conférence à travers des propos recueillis par Génial Afouda et Floris Dossa. Je voudrais d'abord, dans un premier moment, vous dire que la coopération n'est pas encore suspendue. Les Pays-Bas ont certainement tiré la sonnette d'alarme après ce que nous appelons un audit régulier annuel. Ce rapport met la main sur deux formes de défauts. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler détournement d'objets de crédit. Il a été constaté, selon ce rapport, dont nous n'avons pas encore le contenu, que un certain nombre d'opérations ont été menées sans que cela ne soit expressément inscrit au niveau du plan de travail annuel. La deuxième forme de défaut révélée par ce rapport, c'est que la partie néerlandaise pense qu'au regard de ce rapport, certaines opérations des marchés publics n'ont pas été régulières. La première des mesures qui a été prise, en attendant que le gouvernement ne puisse aussi prendre les dispositions qu'il faut, c'était de demander à tous les techniciens qui travaillaient sur ce projet d'aller faire une confrontation à la brigade économique et financière. Mais la mesure forte qui est attendue de la part des Pays-Bas, c'est le recrutement d'un cabinet international pour faire un audit indépendant. Et là-dessus aussi, des mesures ont été prises. Alors où nous parlons, le conseil technique chargé de la bonne gouvernance des entreprises est en relation avec l'ambassade des Pays-Bas au fin du recrutement de ce cabinet pour faire l'audit. C'est cet audit qui nous permettra de savoir si les éléments qui ont été révélés dans ce rapport sont des éléments pertinents. Toujours au Bénin, le procureur de la République près du tribunal de première instance de classe de Cotonou était hier devant les hommes de médias. Au menu de cette deuxième sortie médiatique en l'espace de 2 jours, la polémique autour de l'intrusion lundi des forces de l'ordre au domicile de Candide Azanaï, un député de l'opposition. Ceci suite à une plainte que le président Boniaï aurait déposée contre lui. Pour plus de précisions, je vous invite plutôt à suivre Maître Madoche Kilayossi. C'est sur des propos recueillis pour vous par Joël Yetondi et Juste Don Rissou. La mise en arrestation du mise en cause dans cette affaire n'a jamais été à l'ordre du jour. En tout cas en ce qui concerne le parquet de Cotonou. Le mise en cause a été invité pour venir donner sa version des faits suite à une plainte qui a été déposée contre lui. Cette convocation ne peut pas être considérée comme un acte de poursuite. Et dès lors, lorsqu'on la notifie, on n'a pas à respecter quelque sorte de formalisme consistant par exemple à recueillir l'autorisation préalable de l'Assemblée ou du bureau selon les cas, ou bien d'aviser ces institutions, ou bien d'aller déposer la convocation au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un simple acte de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire. C'est à la fin de cette enquête préliminaire, au vu des éléments de la procédure, que le problème se posera de poursuivre ou non le parlementaire. Et c'est en ce moment que se posera le problème de l'immunité. On peut parler peut-être, je le concède, du contexte dans lequel finalement cette notification-là a été faite là, où semble-t-il des gens qui n'étaient pas habilités à notifier des convocations se sont retrouvés là. Ça, ce n'est pas du ressort du ministère public auprès du parquet de Cotonou que je représente. Le greffe qui a été fait au ministère public n'avait pas de flagrant délit. On devait attendre pour voir s'il y a flagrant délit. Et c'est l'enquête justement qui allait permettre de savoir s'il y a flagrant délit. Et en tout état de cause, la plainte sur initiative du plaignant, pour le moment, est classée.
Elle a fait l'objet d'un classement sans suite, en insistant encore que c'est une mesure provisoire. Les résultats des élections législatives en Grande-Bretagne révèlent beaucoup de surprises. David Cameron, confortablement réélu, pourrait gouverner en solitaire. Cuisante défaite en revanche pour les travaillistes conduits par Ed Miliband. Quant au parti nationaliste écossais SNP, il rafle 58 sièges sur les 59 à pourvoir. J'ai toujours dit que la seule enquête d'opinion qui compte est celle du jour d'élection et je dirais que cela n'aura jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. David Cameron, confortablement réélu député dans sa circonscription, est bien parti pour former le nouveau gouvernement selon les estimations et les résultats dans quelques 450 circonscriptions. Selon les dernières projections de la BBC, les conservateurs obtiendraient 325 députés à un siège de la majorité absolue et très loin devant les travaillistes. Leur chef, Ed Miliband, réélu dans sa circonscription de Doncaster, a admis que la nuit avait été très décevante pour son parti. Je tiens également à remercier toutes les personnes de Doncaster Nord de me réélire comme député. Je tiens à remercier mes brillants membres du Parti travailliste qui sont ici aujourd'hui et je tiens également à saisir cette occasion pour remercier tous les membres du Parti travailliste des 4 coins de notre pays qui ont fait un travail extraordinaire tout au long de cette campagne. Les mines étaient en revanche réjouies du côté des militants du SNP qui commençaient à savourer leur victoire même si Nicola Sturgeon, la leader du SNP, ne cédait pas au triomphalisme, invitant à considérer les résultats du sondage de sortie des urnes avec la plus grande prudence. C'est un tournant décisif, une élection historique pour le SNP. Je pense que c'est un soutien à une participation du SNP au gouvernement et l'approbation des principaux messages de notre campagne électorale. Le résultat du SNP pourrait poser avec insistance la question d'un nouveau référendum d'indépendance. On a dit très clairement que les gens devaient voter, mais j'ai également été clair sur le fait que si les résultats nous donnaient de quoi faire une coalition contre les conservateurs, nous aurions coopéré avec les travaillistes. C'est Ed Miliband qui a laissé planer le doute sur ses intentions. Mais si c'est possible de le faire, notre offre tient toujours. Je travaillerai avec Ed Miliband pour sortir David Cameron de Downing Street. Le chef des libéraux démocrates Nick Clegg, qui a sauvé in extremis son siège dans sa circonscription de Sheffield Hallam, a annoncé sa démission de la tête du parti. Face à une recrudescence de vols à main armée, le gouvernement brésilien renforce la sécurité dans la ville de Rio. Des patrouilles de policiers militaires à cheval, à vélo et à pied ont été mobilisées dans les rues, places et parcs du centre de Rio, ville hôte des Jeux olympiques de 2016. J'ai grandi ici à Rio. Avant, on pouvait sortir comme on voulait dans la rue, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut toujours faire attention, regarder partout avec la peur de tout et de tout le monde. La question de sécurité est d'actualité au Brésil. Le chef des forces de l'ordre a indiqué jeudi que son 10 policiers, une trentaine à cheval, renforceraient la sécurité pour faciliter la recherche de suspects armés et de vendeurs de produits volés. Il s'ajoute aux effectifs policiers qui patrouillent déjà en voiture, mais restent souvent bloqués dans les embouteillages. Dès le premier jour, mardi, 5 personnes armées de couteaux ont été arrêtées, ainsi que 3 autres en possession de portables et de bijoux volés à l'arraché. Mercredi, un homme qui la semaine dernière avait blessé un passant à lame blanche pour le voler a été également détenu. La présence de la police au centre-ville a apporté plus de tranquillité aux commerçants et travailleurs de la région. C'est intéressant parce qu'on a besoin de plus de sécurité et en voyant la police passer près de nous, on se sent plus en sécurité. Parce qu'ici à Rio, c'est compliqué. Il y a beaucoup trop de violence. Rio de Janeiro, le centre culturel du Brésil, est une zone touristique et à haut risque. Il est nécessaire d'avoir cette police montée pour dissuader les délinquants. Notons que la ville de Rio est le théâtre d'une série d'événements internationaux et il est important de mettre en place un système de sécurité infaillible et impénétrable. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.